Et on va accueillir la dernière start-up de ce soir, on va accueillir Gonzague de Penium. On l'applaudit aussi. Bonsoir, donc je suis Gonzague Grandval, je suis cofondateur de Penium. Alors, normalement on a des meet-up avec une assistance qui est très Bitcoin, et je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de Bitcoin ici. Parmi vous, quels sont ceux qui possèdent des Bitcoins? Et parmi vous, quels sont ceux qui sont à l'aise avec le concept de Bitcoin? Ouais, ok, c'est pas mal. Alors, j'ai pas une présentation sur Bitcoin parce que le temps imparti est assez restreint, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de petites choses sur ce qu'est Bitcoin. Donc, on vous vend Bitcoin comme étant une monnaie virtuelle. Non, ce n'est pas une monnaie virtuelle. Ce n'est pas une monnaie, c'est une technologie. Donc, c'est un peu un mix de ce qui a pu être dit avant. C'est une technologie qui regroupe trois grands domaines. Le premier, c'est qu'on a un réseau peer-to-peer, comme BitTorrent, un réseau peer-to-peer. Vrai pair à pair, c'est-à-dire c'est entre vous et moi, sans un intermédiaire au milieu. Ensuite, on a une base de données décentralisée qu'on appelle blockchain, et qui est la base de données qui enregistre l'ensemble des transactions sur le réseau Bitcoin. Et enfin, sur ce réseau, s'échange un actif numérique rare, qu'on appelle également Bitcoin, et qui a la particularité d'être émis à 21 millions d'unités. Donc Bitcoin, c'est ça. C'est une base de données, un réseau peer-to-peer et une unité de compte. Et ça ne fait pas une monnaie, ça fait ce qu'on appelle l'Internet des transactions. Ça a été dit précédemment, le premier concept par lequel on peut accrocher Bitcoin, c'est effectivement la monnaie, parce que c'est assez simple, ça nous parle un peu tous. On parle d'or numérique, de monnaie Internet, on arrive assez facilement à comprendre le concept. En revanche, on a beaucoup plus de mal à comprendre le concept sous-jacent et un peu global de la technologie Bitcoin, ce que ça peut être. Et aujourd'hui, vous entendez parler de blockchain en disant, s'il y a des banquiers d'insistance, ils disent souvent ça en ce moment, non mais en fait, Bitcoin ça m'intéresse pas du tout, moi ce qui m'intéresse c'est blockchain. Alors ça c'est le grand truc en ce moment, et généralement lorsque vous vous demandez, ok mais alors c'est quoi blockchain? Il y a un petit moment de flottement, et puis on vous dit, bah en fait c'est une base de données distribuée. Mais une base de données distribuée, ça existe depuis plus de 30 ans, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai pas besoin de Bitcoin pour avoir une base de données distribuée, pour qu'elle soit lisible par tout le monde. Oracle, ou je sais pas quelle autre base de données fait ça depuis très longtemps. Donc Bitcoin, c'est pas une base de données distribuée, c'est la conjonction des trois. Et c'est la capacité pour n'importe qui de pouvoir écrire une transaction dans cette base de données qui est publique. Et tout ceci n'est pas maintenu par un tiers de confiance, mais par une communauté qui utilise la technologie blockchain. Donc, retenez bien que Bitcoin n'est pas une monnaie, c'est une technologie, qu'elle est libre, ouverte à tous, et que tout le monde peut écrire des transactions dans cette base de données. Ces transactions ne sont pas forcément liées à de la monnaie ou à du paiement, mais peuvent être liées à d'autres choses. Cependant, chez Penium, on s'occupe principalement de paiement aujourd'hui. Et nous avons deux activités. La première, c'est une place de marché Bitcoin Euro. Une place de marché, c'est une bourse sur laquelle vous allez pouvoir acheter et vendre des bitcoins. Bitcoin est coté sur différentes places de marché dans le monde, sur un principe d'offre et de demande, c'est le marché de gré à gré, donc les prix sont différents sur chaque place de marché. Chez Penium, en Chine ou ailleurs, les prix sont différents. Cependant, la spéculation a tendance à ajuster un peu les prix sur l'ensemble des places de marché, même s'il y a des différences qui permettent d'arbitrer selon les zones. Donc place de marché, adossé pour notre part à un établissement de paiement et demain de monnaie électronique, c'est-à-dire que pour exercer notre activité, nous avons besoin d'un établissement agréé pour faire la tenue de compte de nos clients. Lorsque vous êtes client chez nous, vous allez envoyer des euros sur la plateforme, et avec ces euros, vous allez demain pouvoir acheter des bitcoins. Et lorsque vous vendez des bitcoins, vous récupérez des euros. Ces euros sont déposés sur des comptes de paiement ou de monnaie électronique. Et donc ils vous appartiennent, ils n'appartiennent pas à payer. La deuxième activité, autour de cette base de marché, c'est une activité de processing de paiement, à destination ou de marchands, ou de processeurs de paiement, ou de UTO4 qui parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous proposons aux marchands d'encaisser des transactions en bitcoin et d'être remis instantanément en euros.
Le fonctionnement est plutôt simple. Nous, on a une place de marché, donc une certaine liquidité, et on sait à l'instant T, lorsque le client va acheter un produit 100 €, à quel prix on va pouvoir revendre les bitcoins qu'on va demander au client. Donc, on affiche donc un taux de conversion instantané au client qui paye. Derrière, on change instantanément ces bitcoins en euros et on remet au marchand la somme exacte de sa transaction en euros. Et ceci lui coûte 0% plus 0 € par transaction. On travaille aujourd'hui avec notre plus gros marchand, c'est Showroom Privé, qui a intégré cette solution il y a un an. Et dans un autre volet, on travaille sur les applications des nouveaux terminaux d'Ingenico, qui sont des terminaux applicatifs sur lesquels on peut mettre des applis de feed et plein d'autres choses, dont une application de paiement en Bitcoin qui permettra demain, en magasin également, en proximité, de payer en Bitcoin et que le marchand lui-même soit payé instantanément en euros, à moins qu'il soit un peu joueur et veuille garder des euros, des Bitcoins. Donc la place de marché, comme je vous le disais, c'est une bourse, donc on a différents types d'outils pour y accéder selon que vous soyez très néophyte ou un petit peu plus aguerri à ce système-là. Notre modèle économique sur la place de marché est simple, on prend des commissions sur l'achat et la vente, qui sont de 0,59%. Et il y a deux choses importantes pour Paymium dans notre activité. La première, c'est qu'on a toujours exercé notre activité dans le cadre réglementaire imposé par la directive des services de paiement, qui consiste principalement donc à nous adosser à des établissements agréés pour la connaissance des clients et pour la gestion des fonds. Et la deuxième chose, c'est que nous pratiquons une politique assez stricte en matière de stockage des bitcoins, où 100% de nos bitcoins sont en stockage à froid, ce qui signifie que Paymium peut se faire attaquer, mais les pirates ne peuvent pas venir prendre de bitcoins qui sont disponibles sur nos serveurs. Le bitcoin, c'est une matière numérique donc, et qui est très sensible. C'est un petit peu comme si vous aviez une banque et des lingots d'or posés sur le comptoir, c'est assez risqué de le faire. Donc il vaut mieux retirer les lingots du comptoir et les mettre dans des coffres. C'est la même chose pour les bitcoins. Si je laisse les bitcoins sur des serveurs accessibles, ou en tout cas presque accessibles à l'extérieur, je risque de me le faire voler. Donc on dégage tous les bitcoins des serveurs. L'avantage, c'est qu'ils sont en sécurité. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le même niveau de réactivité pour les sorties de flux bitcoin que ne peuvent avoir d'autres acteurs qui font les sorties en temps réel. Ça, c'était un peu mon teasing du jour, mais on a une appli mobile qui va bientôt sortir. Tous les 15 jours, je vous dis que c'est la semaine prochaine. C'est une application mobile qui va vous permettre de faire du trading en mobilité. C'est important parce que le Bitcoin est une denrée volatile, comme on l'a vu tout à l'heure, et parfois on peut avoir besoin ou envie de réagir rapidement sur une fluctuation du cours. Et puis, cette application intégrera une application de terminal de paiement mobile qui permettra à n'importe quel marchand d'ouvrir rapidement un compte et d'encaisser en Bitcoin selon le modèle que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire je suis un restaurateur, j'ai 50 € à faire payer, je tape 50, ça affiche un montant à payer en Bitcoin, le client paye en Bitcoin et derrière moi je suis payé en euros 50 €. Donc c'est une application intégrée à l'appli mobile. Pour le processing de paiement, donc Showroom Privé vous en avez parlé, Ingenico aussi, puis le processeur paiement, on commence à travailler avec différents processeurs. Ça, c'est un vieux processeur avec qui on s'est intégré, qui est une filiale de la Poste, qui s'appelle Optelo. Les processeurs de paiement aujourd'hui, un peu comme les banques et autres, réfléchissent à savoir si c'est le moment, ou un peu trop tôt, ou un peu trop tard, non, pas encore. En tout cas, savoir si c'est le bon moment ou pas pour intégrer les moyens de paiement Bitcoin. Donc, vraisemblablement, tout le monde va y passer. La question pour eux comme pour nous, c'est de savoir quand la majorité va basculer sur l'intégration de ce nouveau moyen de paiement. Et pour terminer, je vais donc parler d'autres choses que ce que nous faisons opérationnellement. C'est des projets sur lesquels nous pouvons travailler aujourd'hui dans certains domaines. C'est justement ce qu'on peut faire avec Bitcoin au-delà du paiement et de l'argent. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment. La chose la plus simple qu'on peut faire avec le réseau Bitcoin, c'est d'horodater des événements ou des documents. Le réseau Bitcoin est un système complètement autonome qui, toutes les 10 minutes, va valider des paquets de transactions. On appelle ça des blocs de transactions. Donc, toutes les 10 minutes, j'ai une preuve certaine qu'une transaction a été validée par le réseau, et ce, de façon publique. Tout le monde peut vérifier que cette transaction a bien eu lieu, tel jour, à telle heure, validée par le réseau.
Et cette transaction, plus personne ne pourra en modifier les propriétés. Et je peux attacher à cette transaction un certain nombre de caractéristiques. Pour faire très simple, la chose la plus simple qu'on peut attacher à une transaction, c'est le hash d'un document. Un hash, c'est un broyat de documents numériques. Donc je prends un document PDF, je le fais passer par une fonction de hachage, et j'obtiendrai un condensat, qui a une longueur définie, et qui est le lien direct entre le document, la fonction de hash, et ce condensat. C'est un petit peu l'empreinte digitale du document. Si je modifie une virgule dans mon document PDF qui fait 500 pages, j'obtiendrai un autre hash. Donc le hash est vraiment la preuve ultime que le document a été fait, est tel qu'il est. Si je prends ce hash et que je le mets dans une transaction qui est publiée sur la blockchain, à ce moment-là, j'ai la certitude que le 2 novembre à 19h50, tel contrat, telle photo a été rendu public, publié et eurodaté par le réseau. Et c'est le réseau qui m'apporte la preuve de l'eurodatage de ce document. Donc ce n'est pas encore une preuve certifiante, il n'y a pas encore eu de juge qui soit passé sur la question, mais ça va venir, puisque la majorité des projets qui sont construits autour de Bitcoin s'appuient sur le fait qu'on peut horodater justement et publier des documents certifiés sur le réseau Bitcoin. À partir de là, vous comprenez que si on peut tracer et certifier des transactions sur une base de données publique, parce qu'il faut le considérer comme un bien public auquel tout le monde a accès, eh bien, je vais pouvoir construire effectivement des solutions qui vont au-delà du paiement, qui vont par exemple sur des systèmes de traçabilité des biens physiques. On peut imaginer la traçabilité de médicaments ou tout autre produit de luxe sur des bases publiques de logiciels libres, donc qui sont consultables, auditables par tout le monde. On peut utiliser la blockchain, c'est un grand sujet, pour la gestion des titres des banques, des assets. L'intérêt, encore une fois, dans ces cadres-là, n'est pas d'utiliser un système privatif de base de données partagées, parce que ça existe, je le disais tout à l'heure. C'est vraiment d'utiliser une infrastructure publique qui sera interopérable entre les différents acteurs qui vont l'utiliser, de façon à avoir beaucoup plus de transparence dans l'ensemble des transactions des acteurs privés aujourd'hui. Prediction market, un petit mot dessus. On parle de contrats sur la blockchain. Un des contrats les plus simples, c'est le pari. Et donc ça peut être un pari sur une valeur, sur un événement qui est arrivé ou pas. Et le réseau Bitcoin, la technologie Bitcoin, va vous permettre d'écrire des transactions, de les préparer, de programmer une transaction en fait, et de permettre sa réalisation en fonction de paramètres extérieurs. Donc, de dire, je parie que le Bitcoin va atteindre les 300 € aujourd'hui, il est à 299 en ce moment, je parie qu'il va atteindre les 300 € aujourd'hui, et si ça arrive, eh ben, Bob doit me payer 2 Bitcoins. Cette transaction, on peut l'écrire aujourd'hui, maintenant, en mettant comme paramètre exogène que le cours du Bitcoin devra dépasser les 300 €. Il va falloir qu'il y ait ou bien un tiers de confiance ou un système qui puisse débloquer ma transaction dès lors que le Bitcoin passe les fameux 300 €. On appelle ça des oracles, et ce sont donc des systèmes de confiance, alors ou privatifs ou libres, qui vont déclencher la réalisation d'une transaction en fonction du passage de ces 300 €. Donc ça peut être fait par des systèmes libres. Aujourd'hui, il y a des projets qui visent justement à créer des oracles complètement autonomes, qui vont aller scroller le web, scroller différentes informations pour pouvoir donner des réponses certaines et valider des transactions. Et donc ça implique, en tout cas ça montre qu'on va pouvoir construire des transactions de plus en plus complexes qui vont s'approcher de contrats et qui vont pouvoir avoir comme juge de paix des systèmes qui sont auditables et qui peuvent être également complètement libres. Donc tout le système, tous les principes de confiance numérique sont à réviser à partir d'aujourd'hui, puisqu'on va pouvoir les construire sur des bases open source, décentralisées, et donc sans les tiers de confiance que nous connaissons aujourd'hui dans l'industrie numérique. Merci. Pascal.
qu'il y a des questions particulières? Oui. Merci, bonsoir. Une question peut-être un petit peu innocente, mais si on parle de traçabilité de documents, par exemple, à l'avenir, dans 20 ans, quand on sera à la version 4 d'un blockchain, celui-ci ou un autre, comme le réseau est maintenu par le bon vouloir des différents serveurs qui se font rémunérer pour faire fonctionner une blockchain, qu'est-ce qui dit que justement cette traçabilité de documents existera à ce moment-là? Rien. Rien. Je pense qu'il faut commencer à faire aujourd'hui avec ce qu'est le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin, il n'est effectivement pas fait, comme ce qui a été dit précédemment, pour encaisser des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de transactions par seconde. Donc le réseau Bitcoin est extrêmement sécurisé et puissant. Aujourd'hui, faire transiter une transaction de 10 centimes sur le réseau Bitcoin, c'est un peu aberrant. Et donc il faut que se développent des réseaux parallèles qui vont avoir d'autres utilités que le réseau Bitcoin. Parce que le réseau Bitcoin va scaler un petit peu, mais pas au point de pouvoir gérer sans doute tout. Donc il va falloir que des sidechains, des systèmes comme Lightning, plein de choses qui vont gérer peut-être des problématiques métiers, ou des problématiques de valeur, ou d'autres choses, ou de besoins de sécurité. Donc aujourd'hui, on est dans une phase très expérimentale. Bitcoin est toujours en version 0.9, c'est une expérimentation, même si elle existe depuis 6 ans et qu'elle fonctionne très bien. Ne parlons pas encore de Bitcoin 2.0 et ce qui se passera dans 10 ans sur ce réseau-là, on n'en sait rien du tout, ce sera peut-être plus Bitcoin effectivement, ça va être d'autres choses, comme ça sera peut-être encore Bitcoin qui sera l'étalon de l'ensemble des réseaux de confiance de crypto-monnaie. Donc non, Bitcoin ne peut pas répondre à votre besoin d'être assuré, garanti que dans 10 ans ou 15 ans, votre document, vous pourrez toujours le voir, parce que je ne sais pas ce que va donner le réseau Bitcoin dans 15 ans. Il y a de fortes chances, en tout cas, personne n'aurait parié il y a 6 ans qu'aujourd'hui, on soit tous là en train de discuter de ce genre de points. Donc la donnée existe, elle existera toujours. Toutes les transactions qui ont existé, qui ont été faites depuis le début jusqu'à aujourd'hui existent. Elles existeront sans doute pour toujours. De là savoir si entre aujourd'hui et après elles existent, et qu'il y en aura encore beaucoup, sachez. Mais la donnée est là. J'aurais dû rester dans ce coin. Bonsoir, Gonzague. Tu as évoqué le Ultra Cold Wallet ou le Cold Wallet, la façon de sécuriser offline ou pas du tout connecter les bitcoins. Est-ce que tu as un process au niveau des opérations? Est-ce que tu suis une réglementation particulière? J'ai des process et je vais me permettre de ne pas te les donner. Parce qu'effectivement, en matière de sécurité, on s'est rendu compte par l'expérience, parce que ça fait 4 ans qu'on opère quand même dans le domaine, avec des événements heureux et d'autres un peu malheureux, que la sécurité informatique c'était très bien, mais que les hackers étaient de toutes les façons meilleurs que nous. Et toutes les plateformes Bitcoin, tous les opérateurs d'ailleurs qui sont dans d'autres domaines que Bitcoin, se font tous percer un jour ou l'autre, avec des dégâts plus ou moins considérables. Et la sécurité informatique n'est qu'une première barrière, mais n'est pas du tout celle à laquelle on peut faire confiance aveuglément. Et donc nous, la barrière à laquelle on fait le plus volontiers confiance, c'est une barrière physique, humaine, de process et de validation avec plusieurs yeux. Donc tous nos process sont fondés sur des partages de secrets entre différentes personnes, entre différentes localisations, et avec des validations enchaînées pour déclencher une sortie d'argent d'une façon ou d'une autre. Donc process manuels qui ne sont pas induits par une réglementation quelconque, puisqu'il n'existe pas de réglementation en la matière sur Bitcoin. Donc c'est nous qui écrivons la façon dont on peut imaginer faire bien. J'espère qu'on fait au mieux, mais il y a sûrement encore des marges de progression. Oui. Bonsoir, j'ai une question un peu plus technique. Quelle est la taille de la blockchain aujourd'hui? La taille de la blockchain, elle fait à peu près 40 gigas. C'est un peu sec comme réponse. C'est ce que je me demandais. Donc c'est à la fois beaucoup et puis quand même pas grand-chose. Elle va grossir, mais au rythme, en tout cas en fonction des protocoles Bitcoin aujourd'hui, elle ne peut pas grossir de façon démesurée, puisqu'elle est assez bridée, comme on disait. Il faut que le protocole évolue pour qu'elle augmente plus vite. Si la taille de la blockchain devient un problème, ce qui peut être le cas,
il existe déjà des solutions qui sont prévues pour pouvoir couper justement une partie de la blockchain en considérant que si on s'aperçoit que dans 2 ans elle est vraiment ingérable, et ben on dit ok, le 2 novembre 2015, on coupe, on estime que tout ce qui est en dessous est validé, on pourra toujours consulter l'historique quelque part ailleurs, et cet historique de la blockchain ne sera plus en live sur le réseau, de manière à un peu dégager de l'espace pour les processeurs. C'est une nouveauté. Juste une question, si j'ai bien compris, vous êtes une solution de paiement, et vous évoquiez au départ le fait de pouvoir payer à travers votre plateforme. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est, enfin je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin, vous allez tous vous en rendre compte, mais si la personne vous paye avec une carte de crédit et que vous-même vous payez le commerçant avec un Bitcoin, pourquoi, enfin, pourquoi ne pas payer directement le commerçant avec sa carte de crédit? C'est ça la question, c'est ça que je comprends. Si je comprends bien, la question c'est quelle est l'utilité du Bitcoin par rapport au moyen de paiement dont je dispose aujourd'hui. Voilà, pour le commerçant. Pour le commerçant, ouais. Alors, il y a... Ouais. Donc il y a deux volets. Le premier, c'est l'intérêt pour le commerçant, et deuxièmement, le volet pour le porteur, qui a l'intérêt à payer en Bitcoin. Donc, le marchand, aujourd'hui, va être intéressé par plusieurs choses. La première, c'est qu'en acceptant les paiements en Bitcoin, il va accepter des paiements du monde entier. Donc je suis marchand en France et je vends de la poterie. Je peux vendre à des Chinois, à des Américains ou à n'importe qui, sans me soucier de leur moyen de paiement. Ils vont reconnaître mon moyen de paiement Bitcoin qui est universel. Quel que soit le processeur du marchand, le moyen de paiement sera reconnu. Premier. Deuxième point, les transactions sont irréversibles. Le chargeback qui existe sur la carte bancaire et sur beaucoup d'autres moyens de paiement, voire tous, n'existe pas sur le réseau Bitcoin. Donc une transaction qui est exécutée sur le réseau, je ne peux pas l'annuler, je ne peux pas la reprendre. C'est un double tranchant. Mais là on parle du côté marchand. Le marchand, quand il encaisse une transaction, il a le cash et ça ne peut plus repartir. Ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, effectivement, une transaction coûte 0%, plus 0, même si chez certains d'autres elle est payante mais pas très chère, ça reste moins cher qu'une transaction carte. Et puis aujourd'hui, ça permet d'adresser une communauté qui est grandissante, qui a des bitcoins, qui veut les utiliser, et qui va pouvoir utiliser ces bitcoins chez les marchands qui l'acceptent. Un point qui est à la marge entre le marchand et l'utilisateur, qui va permettre de faire la transition, c'est le cas du micro-paiement. Un micro-paiement aujourd'hui, en ligne, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution facile pour le faire. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui de la presse en ligne. Acheter un article de Mediapart que vous voulez lire, c'est une tannée parce qu'on vous demande de vous abonner. Et vous ne voulez pas vous abonner, vous voulez juste payer 50 centimes pour lire l'article. Vous ne voulez pas donner votre nom, votre prénom, votre arbre généalogique, votre numéro de carte bancaire, vous abonner pendant 3 mois, que vous pouvez annuler au bout de 3 jours. Non, je ne veux pas ça, je veux juste payer 50 centimes. Mais ça, c'est pas possible parce que le business model, le modèle économique en tout cas, des transactions cartes est fait qu'il y a des parties fixes sur la transaction qui coûtent trop cher pour pouvoir vendre un article 20 centimes. Pourtant, ça serait le prix honorable pour un article. Et je ne peux pas aujourd'hui facilement payer 20 centimes en ligne comme je peux facilement déposer une pièce d'1 euro chez mon marchand de journaux. Et donc le paiement en Bitcoin va pouvoir permettre ça, pour un marchand, de pouvoir installer un système de paiement qui va lui coûter rien, d'accepter instantanément un paiement sans aucun risque, et pour le porteur, justement, de payer à la volée un article sans avoir à décliner tout son matériel d'identification, qu'il soit bancaire ou personnel, pour acheter un article à 20 centimes. C'est absolument... Il le fait ça, il le fait à votre égard. C'est-à-dire que quand il va payer avec sa carte, vous voyez, en fait, ma question c'était, je vous paye vous et vous payez le commerçant. J'ai bien compris sur la partie... Vous payez moi, pourquoi? La plateforme. Ah, si vous voulez acheter des bitcoins chez moi, mais vous avez pu en avoir ailleurs. Hein. D'accord. Moi, je me fiche de... Non, mais ce qui veut dire que vous avez quand même des coûts qui sont attachés au paiement par carte, non? Alors, nous, pour le moment, on ne fait pas de carte, mais oui, on a des coûts, et effectivement, accepter la carte bancaire comme moyen d'alimentation des comptes de nos clients, effectivement, nous répercuterons des coûts, sachant qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire par virement bancaire, ce qui leur coûte rien. Et demain, s'ils veulent plus de rapidité et plus de facilité d'usage, ils pourront le faire par carte bancaire à un coût non défini pour le moment. C'est un arbitrage pour eux lorsqu'ils veulent acheter des bitcoins. Et je dirais, vous avez raison, mais c'est un autre sujet, ça. C'est le sujet de j'ai des euros, je veux acheter des bitcoins. Dans quel cadre je le fais? Comment je les acquiers? Est-ce que je les acquiers en vendant un produit pour recevoir des bitcoins? Est-ce que je vais sur une place de marché pour les acheter? Il y a un coût, il y a une fluctuation. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu
ludique, risqué, amusant d'acheter des bitcoins quand ça prend 20% en une semaine. J'ai fait une bonne affaire. Quand ça en perd 30 en 3 jours, on pleure un peu. Il y a quand même encore ces mouvements sur le marché. Et donc voilà, là je parlais vraiment d'un utilisateur, d'un client qui veut acheter en bitcoin. Il y en a, on se moque de savoir s'il les a achetés cher ou pas cher, avec quel moyen de paiement, il y en a. Peut-être d'ailleurs qu'il ne les a pas achetés, peut-être qu'il les a minés, c'est-à-dire qu'il fait partie des processeurs, et donc ils ont un coût marginal qui est un peu différent. Et donc pour l'utilisateur, la transition que j'évoquais, c'est que c'est la capacité donc à faire un paiement sans avoir à décliner forcément toute une liste d'identités qui n'a pas lieu d'être dans un paiement de cette valeur-là. Donc c'est un paiement en cash, c'est l'équivalent d'un paiement en cash, mais en ligne, qui est fait instantanément, et sur lequel je ne peux pas être moi-même piraté, puisque ça revient exactement à donner une pièce de 20 centimes au marchand. Lorsque je donne une pièce de 20 centimes, on ne peut pas me prendre les 10 euros que j'ai dans la poche. La transaction carte, malheureusement, même si on fait confiance à tout le système, la fraude grossit d'année en année malgré tout ce qu'on peut nous dire. Et donc, lorsque je paye un article à 10 centimes, j'ai quand même le risque non nul que mes données cartes circulent d'une façon ou d'une autre sur Internet derrière et que je sois prélevé d'un montant bien différent de celui que j'ai pu payer. Voilà. Après, savoir si payer aujourd'hui en bitcoin ou en euros, une question d'arbitrage par rapport à la valeur du bitcoin. En ce moment, depuis quelques semaines, comme on est dans une phase de croissance du prix du bitcoin, du cours du bitcoin, les gens ont tendance à réaliser des achats parce qu'ils concrétisent une plus-value un peu latente. Et quand le cours baisse, généralement, on garde ses papiers au chaud et on attend que ça monte. Donc c'est assez nouveau dans le rapport à l'argent et au paiement, c'est d'arbitrer en fonction de problématiques sécuritaires, de rapidité et puis de valeur de l'argent. C'est de l'argent valeur, le bitcoin, donc je peux le dépenser en fonction de son coût. Donc votre appli mobile, elle marche comment? C'est-à-dire, pour rendre son numéro de carte bleue, il faut avoir un compte chez vous. Si vous fonctionnez comment payer les applis que vous montrez en disant de payer un commerçant en bitcoin. Alors l'appli mobile, d'ailleurs, n'est pas un système pour payer. Pas aujourd'hui, justement. Chez Paymium, le service Paymium qui est en ligne n'est pas un service fait pour payer parce que nous-mêmes, justement, ne garantissons pas l'instantanéité des transferts d'argent. Il n'y a aucun flux sortant de Bitcoin de chez Paymium qui est fait en temps réel. Donc notre plateforme n'est pas un outil adapté pour payer. C'est un petit peu comme un distributeur, c'est-à-dire que je passe au distributeur, je prends mes 50 euros et je vais acheter ma canette. Donc c'est un peu pareil là, je ne passe pas directement de Paymium au marchand pour des raisons de sécurité. Alors on a cependant, nous, un wallet, un porte-monnaie qui est complètement autonome, c'est-à-dire qui n'est pas relié à votre compte Paymium et qui vous permet de stocker vos bitcoins et de les dépenser en temps réel si vous le voulez, mais il ne sort pas de la plateforme Paymium pour faire un paiement. Donc l'application mobile, elle servira à s'inscrire rapidement. Demain, quand on aura intégré la carte bancaire, à charger son compte si on veut le faire par carte bancaire, en payant une commission, à pouvoir acheter-vendre sur la plateforme, et puis à pouvoir envoyer des bitcoins de façon désynchronisée, à en recevoir également si on le souhaite, et puis pour un marchand, à encaisser, pour le coup en temps réel, des transactions des différents utilisateurs. Oui, au-delà de parler de blockchain plutôt que de Bitcoin, les banques parlent aussi de blockchain privée des acteurs. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec... Si, c'est comme s'intéresser à Internet et s'intéresser à l'intranet. Voilà. Donc, je fais un intranet et puis je dis que c'est génial. En fait, non, c'est fermé, c'est que pour mes utilisateurs, c'est volumal, c'est pas à jour, il y a un niveau de sécurité qui est limité à mon environnement et personne n'utilise. Et les blockchains privatives, ce sont des bases de données partagées entre acteurs bancaires. Il n'y a pas besoin de Bitcoin pour faire ça. C'est dommage qu'ils aient attendu 2015, parce qu'ils auraient pu le faire il y a 30 ans. Mais après tout, pourquoi pas? C'est juste qu'à mon avis, la technologie, il faut que ça mûrisse un peu. On parle de blockchain depuis 3-4 mois. Donc je pense qu'on est dans une phase où tout le monde s'approprie un peu les concepts. C'est plus facile de parler de blockchain parce que moi on ne parle pas de
Bitcoin et de tous les scandales qui ont fait les unes de tous les journaux. Ça permet de décaler un petit peu le sujet, mais pour de vrai, l'intérêt il est bien dans Bitcoin, après dans différentes applications de Bitcoin, dans des clones de Bitcoin si on veut, mais c'est la techno Bitcoin qui sert de référent. Sur le Bitcoin valeur type monnaie, à quoi estimez-vous les risques réglementaires? Parce que moi, quand vous parlez, j'entends une sorte de devise supranationale, donc une devise qui n'appartient plus à aucun État, et j'imagine qu'ils ne vont pas se laisser faire. Bah, écoutez, c'est ce qu'on dit depuis 6 ans. Ils vont pas se laisser faire, attention, tu vas voir, ça va tomber, ils vont interdire Bitcoin et demain on n'en parlera plus. Et en fait, interdire peut-être pas, mais le brider. Interdire pas, mais le brider. Parce que Bitcoin c'est une technologie libre. Et la technologie, on ne peut pas la brider. Je prends un exemple qui est un petit peu gênant, mais c'est celui de BitTorrent. BitTorrent, tout le monde l'utilise ou personne l'utilise, c'est comme vous voulez. N'empêche que la techno est là et depuis plusieurs années, elle permet de télécharger illégalement des films qui ont des droits d'auteur attachés, de la musique et autres. Et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut créer Adobe, on peut mettre des règles, tout ce qu'on veut. BitTorrent, ça existe et on ne peut pas l'arrêter. Le truc est là. Alors malheureusement, ça a toujours été vu du côté répressif. Ça a toujours été le mal, mais un peu comme l'histoire d'Internet depuis le début, c'est toujours le mal, BitTorrent c'est le mal, et ça ne sert qu'à faire du téléchargement illégal. BitTorrent a bien d'autres applications, et nous-mêmes, dans certaines de nos activités en développement, on utilise le réseau BitTorrent à des fins beaucoup plus vertueuses que le téléchargement illégal. Et c'est très intéressant. Mais Bitcoin, c'est un peu la même chose, mais appliqué à l'argent. Alors vous avez raison, c'est un système complètement autonome et universel. Donc si on veut parler de monnaie, pour peu que ce en soit une, c'est une monnaie universelle, oui, qui ne dépend d'aucun État, oui, qu'on ne peut pas arrêter, absolument pas. Il va falloir faire avec, et donc il va falloir faire avec de la façon la plus intelligente qui soit. Et je pense que la façon la plus intelligente de faire avec Bitcoin, déjà, c'est de laisser faire, pour le moment. Parce que Bitcoin, c'est une valorisation, une capitalisation de 5 milliards de dollars, aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose. Il y a des flux qui sont même pas l'épaisseur du trait par rapport à une mini-banque. Donc relativisons un petit peu les risques, laissons faire. Il y a une technologie intéressante, tout le monde s'empare de la techno sur un aspect plus blockchain, plus Bitcoin, plus monnaie, plus autre. On laisse faire, on regarde, sachant que tout le monde peut être rassuré, les régulateurs, les banques, le Trésor et autres regardent bien ce que nous faisons, que toutes nos activités sont auditées tout le temps, qu'on est surveillé par tous les angles. Donc je dirais qu'il y a de moins en moins de risques, une compréhension qui est de plus en plus fine. Après, il va se poser peut-être un jour une question de savoir est-ce que Bitcoin est une monnaie que les États reconnaissent comme étant une monnaie supranationale. Ça peut avoir son sens. On a quand même eu l'or pendant un bon bout de temps. Demain, ça pourrait être Bitcoin. Juste un commentaire, ce qui me gêne justement, c'est que la monnaie, et les banques centrales sont là pour le faire respecter, logiquement c'est une réserve de valeur stable, relativement stable. Ouais. Or, depuis qu'on parle de Bitcoin, moi je ne vois qu'une monnaie volatile. Donc la confiance des utilisateurs va décider d'en résoudre ce dilemme qui est si j'achète du Bitcoin, je ne veux pas qu'il baisse de 1% en 3 jours. Ouais. Et ça ne m'intéresse pas non plus qu'il monte de 1% en 3 jours, en plus exactement. Ça, c'est si je ne connais rien au marché financier. Donc c'est un peu ça le sujet. Mais bon, on est d'accord. C'est un sujet, si il y a vous voulez. 75 millions de dollars de transactions apparemment tous les jours. La volatilité du cours du Bitcoin, elle est naturelle parce que c'est une valeur justement rare, jeune, et donc comme n'importe quelle action d'une start-up qui a le vent en poupe en Californie, eh ben, c'est un cours qui est assez fluctuant, qui peut monter très vite, qui peut descendre très bas, qui peut remonter très vite, mais c'est parce que c'est jeune. Et c'est un concept qui est tellement nouveau qu'il faut un petit peu le temps de l'appréhender. Moi, je ne vous recommande pas de mettre vos économies en Bitcoin. En revanche, toutes choses égales par ailleurs, les 500 € que j'avais en 2009, que j'ai gardé en billet de 500 € et l'autre 500 € que j'ai converti en Bitcoin, ben, la réserve de valeur elle est plutôt en faveur du Bitcoin que de l'euro. Donc, moi, on me raconte plein de choses sur l'euro. Il y a des gens ici qui adorent en parler. On va passer la parole à d'autres qui sont beaucoup plus instruits que moi en la matière. Mais c'est un concept nouveau.
Et c'est effectivement un ovni dans le paysage monétaire de dire tiens, on a un nouveau type de monnaie qui arrive, qui est une monnaie valeur. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'a plus de monnaie valeur. Comment ça peut évoluer? Comment on peut faire avec? Est-ce qu'on peut faire avec? Ça met un peu de concurrence monétaire. Après tout, regardons. Voilà. Et puis, que ce soit volatile, oui. Sur vos investissements, vous en avez une partie qui est en zéro risque, un petit peu de risque, une toute petite partie qui a très fort risque. Ça peut en faire partie. Ou pas. Moi, je ne vous conseille pas d'investir. Merci. Une question. On passe la parole aux spécialistes monétaires, justement. Bonsoir, Gonzague. Non, on va faire redescendre sur terre brutale avec une question un peu personnelle. Tu fais un passage à Mac 2 pour le dire, le gars qui dépense des bitcoins, c'est peut-être qu'il en a miné. Ouais, il ne faut pas être nombreux dans la salle. Ou bien alors, il le dépense quand ça baisse, avec le concept d'une monnaie qu'on dépenserait ou qu'on stockerait selon quel monte ou quelle baisse. Mais tu es entrepreneur, tu payes des salariés, tu as des fournisseurs, est-ce que tu les payes en bitcoin? Non. C'est un peu gênant parce qu'en fait, pour le moment, tout le monde parle de la façon dont on dépense les bitcoins, de la façon dont on les achète, mais on parle assez peu de la façon dont on les gagne. Or, la façon normale de se payer un café, c'est généralement avec de l'argent qu'on a gagné, pas avec de l'argent qu'on a acheté. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs du monde bitcoin ne payent pas leurs salariés, leurs fournisseurs, autant qu'ils le peuvent, et je veux dire, à chaque fois qu'ils le peuvent, dans les mesures où ils le peuvent, dans le pourcentage qu'ils le peuvent? C'est un sujet qui est assez peu abordé, me semble-t-il, par la communauté. Ouais. Ça pourrait être fait, pour tout dire, on est en France, on a un expert comptable, un commissaire aux comptes, ça fait quelques années qu'on bosse avec eux. On se tape tous des cheveux blancs quand on essaie de clôturer nos comptes, parce qu'on a quand même les deux devises dans nos comptes. Si demain il fallait instaurer du bitcoin dans nos payes, on pourrait le faire, si tu veux, mais ça serait vraiment de l'ordre du symbole et beaucoup d'emmerdement, je pense, pour nous, que de l'intérêt véritable. Ça nous est arrivé de donner des primes en bitcoin pour faire ce genre de choses. Ah oui, mais quand c'est de façon ponctuelle, on le fait volontiers. On a également aussi payé un certain nombre de prestataires en bitcoin, parce que quand on bosse avec justement un hacker qui bosse à l'autre bout du monde et qu'on lui demande de venir tester un peu nos systèmes et que le type lui dit ok, et qu'on le connaît que sur les réseaux et qu'on le paye en bitcoin, ça sert bien à ça. Donc voilà, ça reste effectivement assez marginal. Il n'y a pas encore d'usage pour nous B2B véritable avec notre environnement. Mais on a quand même aussi une histoire Bitcoin qui est assez forte, parce que notre petite histoire en l'occurrence, c'est que Paymium, donc 2011, véritablement depuis 2012 sur nos activités, on avait fait un premier tour de financement fin 2011, début 2012, petit, et on avait acheté quelques bitcoins à l'époque. Et les bitcoins à l'époque, ils valaient entre 5 et 10 euros. Et donc on a vécu jusqu'à notre dernier tour de financement qui était il y a quelques mois, sur nos fonds euros, et surtout sur les fonds que nous avions acquis en bitcoin et qui nous ont permis de rémunérer tous nos salariés en euros grâce à l'appréciation du cours. Et pourtant le cours entre ce moment-là et aujourd'hui, il est passé par 1000, il est redescendu à 200, donc on a aussi connu des pertes lourdes si on les avait véritablement concrétisées à ce moment-là. Mais on a une histoire Bitcoin qui peut s'apprécier aussi sous cet angle, qui est plus sympa qu'autre chose, c'est de dire que la société elle a vécu pendant 2 ans grâce au Bitcoin qu'elle avait acquis peu cher et qu'elle a revendu plus cher, mais pour faire vivre les salariés et développer la société. Et aujourd'hui, on a arrêté de vendre nos Bitcoins justement, parce qu'on pense, comme pas mal de Bitcoiners, que le Bitcoin va continuer à s'apprécier. Et donc, les fonds que nous avons levés, on les dépense en euros. On ne les convertit pas en Bitcoin d'ailleurs, parce que nos investisseurs sont moins joueurs que ça. Mais en revanche, les Bitcoins que nous possédons, nous les conservons en Bitcoin, parce que, comme tous, on y croit de façon assez violente. Ok. Une dernière question. Oui, en fait, une réponse à apporter au monsieur qui a demandé le paiement des salaires. Effectivement, en fait, depuis 3-4 mois,
En fait, je suis fondateur d'une start-up en Europe. On est en fait numéro 1 site communautaire asiatique en Europe. Et après, on a des bureaux en France, à Berlin, à Londres et à Rome, et aussi en Chine. Et on a 10 développeurs en Chine. Tous les développeurs, en fait, depuis 3-4 mois, on paye 100% de leur salaire en bitcoins. Et après, l'intérêt, c'est que, en fait, on paye beaucoup moins cher par rapport à l'euro parce que, en fait, il y a un décalage. Je ne pas les charges. Voilà, et c'est pas du tout une question de charge, hein, parce qu'on a une société là-bas et que là-bas c'est immatriculé, donc voilà. mais on paye 100% de nos salariés en Chine qui est en bitcoin. Par contre, par rapport à l'euro actuel. L'autre solution, Jacques, aussi, c'est de dire que chez nous, tous nos salariés sont clients de Gonium. Le plus simple, si vraiment tu crois au Bitcoin, c'est de dire quand je reçois 100, j'en achète, je les convertis instantanément en 50 en Bitcoin. Et ça reste une solution qui est beaucoup plus libre pour l'utilisateur que d'imposer le Bitcoin qui va convertir de toute façon en euros pour payer son appart et ses revenus. On va applaudir et remercier.